Kochnek. Partager l'écran de Kochnek. Je suggère que les orateurs coupent leur... se déconnectent et se reconnectent. Alors, on a l'écran... Voilà, oui. Vient de se loguer, on a sa présentation. Alors, Frédéric Kochnek est agrégé à Henri Mondor à Créteil, c'est un des derniers élèves dans cette institution. Il a développé des techniques tout à fait originales, plutôt que de demander à l'industrie de fabriquer des prothèses branchées ou fenestrées, il a décidé que parfois on gagne un peu de temps et un peu d'argent pour le faire soi-même, pour le chirurgien de façon. Frédéric, c'est toi, pour 15 minutes si tu veux. On a un peu de temps de discuter. Vous avez ma présentation. Oui, on l'a. Très bien. Bon, merci beaucoup, M. Pécoin, de cette invitation. Messieurs les membres de l'Académie, mesdames les membres de l'Académie. Donc, mon sujet est effectivement celui des endoprothèses pénétrées à façon, qui est une technique qu'on a développée avec Jean-Pierre Beckman en 2012 et qui effectivement permet de rendre service à un certain nombre de malades et dans un certain nombre de cas. Nous parlons bien des anévrismes de la aorte ici, et vous savez que dans 70 à 80% des cas, ils sont situés sur les artères rénales et donc peuvent être traités dans ce cadre de deux façons classiques, soit par une mise à plat greffe par chirurgie ouverte, soit par la mise en place d'une endoprothèse qui, vous le savez, est soumise à des contraintes anatomiques et notamment l'existence d'un collet sous les artères rénales qui va permettre d'obtenir une zone d'étanchéité suffisamment satisfaisante et durable pour pas que le patient revienne un an après avec une endoprothèse. Et puis, dans 20 à 30% des cas, eh bien, il n'y a pas de collet surrénal et on rentre dans tout le domaine des anévrismes complexes, c'est-à-dire ces anévrismes pour lesquels on ne peut pas mettre en place une endoprothèse standard et si on fait de la chirurgie ouverte, qui vont nécessiter un clampage haut. On parle des anévrismes juxtarénaux et surtout des anévrismes suprarénaux et des anévrismes thoraco-abdominaux. Donc, s'ils sont traités par chirurgie ouverte, peut-être mis à part le cas particulier des anévrismes juxtarénaux qui nécessitent simplement un clampage suprarénal et une suture surrénale, eh bien, la majorité de ces anévrismes va nécessiter des incisions thoraco-abdominales assez étendues, un clampage aortique relativement haut, des reconstructions plus ou moins complexes, qui vont évidemment engendrer une ischémie rénale et une ischémie digestive, un opératoire et tout ça fortement pouvoyeur, en tout cas plus qu'un anévrisme de l'aorte abdominale standard, d'une mortalité et d'une complication post-opératoire, d'insuffisance rénale aiguë notamment, avec la possibilité que le patient termine en dialyse, et surtout d'avoir la complication que le chirurgien vasculaire redoute le plus, c'est-à-dire l'ischémie médulaire et potentiellement la paraplégie. Donc, à la chirurgie ouverte, se sont installées, on va dire au cours des 15 dernières années, des alternatives endovasculaires et celle qui est actuellement la plus utilisée pour traiter ces anévrismes complexes sont les endoprothèses pénétrées. Qui consiste, on demande à un industriel de creuser de façon sur mesure, c'est-à-dire pour chaque malade, des fenêtres, vous voyez ici, ou alors des branches, ça dépend de l'anatomie des patients, qui vont être mariées par voie fémorale et l'étanchéité du système, comme vous voyez ici un exemple de fenêtré, est assurée par un stent couvert, qu'on appelle stent de bridge, qui fait la jonction entre la fenêtre et l'artère. L'un des problèmes de ces endoprothèses pénétrées et branchées, c'est les délais de fabrication, qui sont actuellement environ de 8 semaines en moyenne, si bien que cette technique est assez peu applicable pour les patients qui vont nécessiter un traitement. Comment il s'appelle celui avec qui on a eu des problèmes là? On parle là, bien sûr, des anévrismes rompus, mais aussi des anévrismes douloureux et des anévrismes très bénignes. Donc il y a encore 10 ans, finalement, il y avait un sous-groupe de patients porteurs d'anévrismes complexes qui étaient trop fragiles pour avoir une chirurgie ouverte avec un clampage haut et qui nécessitaient un traitement rapide. Et donc on était un peu dans l'impasse thérapeutique il y a encore quelques années pour ces patients-là, nous pouvons avoir une chirurgie. Donc un certain nombre d'alternatives endovasculaires, strictement endovasculaires ou hybrides, ont été développées. Je pense que l'avenir est probablement au dispositif que les anglo-saxons appellent off-the-shelf, c'est-à-dire au dispositif préfabriqué, qu'on peut utiliser immédiatement, mais qui sont soumis à un certain nombre de contraintes anatomiques et qui obligent bien souvent, notamment en cas d'anévrisme thoraco-abdominal, à couvrir des portions assez longues de l'aorte thoracique.
C'est pour cela que nous sommes focalisés sur les endoprothèses modifiées par le chirurgien. Vous allez voir, le principe est assez simple, c'est finalement de déployer sur table stérile une endoprothèse thoracique standard pendant que les anesthésistes préparent le patient et d'y creuser des fenêtres. Et donc on réalise ça avec un thermocouple à basse température, on creuse des fenêtres au diamètre adapté à la taille du vaisseau qu'on souhaite préserver et stérilité. Cette fenêtre va être renforcée par une armature métallique qui utilise le plus souvent des lassos endovasculaires qui ont la propriété d'être radio-opaque, ce qui est bien entendu fort commode pour pouvoir repérer ces fenêtres lorsqu'on fait l'intervention sur radioscopie. Et cette armature métallique va être fixée on utilise un fil de bois qui a la réputation d'être un fil qui résiste très bien en contrainte mécanique. On surgit passer de fil de bois pour fixer cette armature métallique et renforcer la fenêtre. Et on utilise une technique qui a été développée par la firme qui s'appelle les lacets de réduction de calibre postérieur, qui est quelque chose d'assez ingénieux, qui consiste par des lacets qui sont amovibles à réduire le calibre postérieur de la prothèse, qui permet un déploiement partiel. Comme vous voyez ici, de l'endoprothèse, de cette façon, il est tout à fait possible d'ajuster la position des fenêtres en regard de leurs artères cibles respectifs, on peut imprimer à l'état de déploiement partiel des mouvements crânio-condaux ou de rotation à l'endoprothèse. Et une fois que tout est en place, on peut larguer ces lacets de réduction de calibre postérieur. Nous avons utilisé au cours de notre expérience plusieurs dispositifs avec des succès variables. Celle qui a notre faveur actuellement, c'est cette endoprothèse qui est la coupe dissection, qui a plusieurs avantages. Tout d'abord, elle a comme avantage d'avoir un polyester, une fabrique en polyester assez épais, ce qui bien entendu rend les fenêtres plus solides qu'on a créées sur ces endoprothèses. Et elles ont aussi un autre avantage, c'est de pouvoir être non seulement disponible immédiatement, mais modulable. On peut utiliser des dispositifs tubulaires, comme vous voyez ici, ou des dispositifs dégressifs, avec des variations dans la dégressivité. En début d'expérience, nous avons utilisé plutôt ce genre de dispositif, comme vous voyez, avec des stènes tenues, proximaux, ou encore des crochets. Nous avons abandonné ce genre d'endoprothèse, puisque lors de la réintégration d'un dispositif de largage, on avait des problèmes notamment de perte de profil du dispositif de largage. Voici par exemple, pour un anévrisme thoraco-abdominaux, ce que l'on fait en pratique, on va commencer par mettre en place une endoprothèse thoracique proximale, puis dans le même temps opératoire, dans un second temps opératoire, si le malade n'est pas trop urgent, designer cette endoprothèse pénétrée, la mettre en place dans l'endoprothèse thoracique en place, et puis dans un deuxième temps, mettre en place une endoprothèse bifurquée abdominale pour compléter l'étanchéité du système. Et donc vous voyez que les longueurs de l'endoprothèse, de chaque module endoprothétique finalement, est calculée de telle façon à ce que la zone de chevauchement ici soit suffisamment longue pour éviter les stuffes. Je vous ai mis 2 stents ici au minimum, c'est probablement plus actuellement, puisqu'avec 2 stents en début d'expérience, on a eu des problèmes de fuite qui ont nécessité des réinterventions endovasculaires, et de préférence on utilise 3 voire 4 stents d'overlap, c'est-à-dire de chevauchement entre ces modules prothétiques. Alors, bien entendu, avant cela, il y a tout le calcul du positionnement des fenêtres, c'est probablement là la clé du succès technique. Nous utilisons pour ça ce logiciel de reconstruction en 3 dimensions qui permet des reconstructions linéaires selon la ligne centrale et qu'on déroule de façon curviligne une ligne qui passe par le centre du vaisseau, ce qui nous permet de calculer la distance du bord proximal de l'endoprothèse jusqu'au centre de chaque artère ciblée. Ici, par exemple, on a choisi de mettre le bord proximal de l'endoprothèse pénétrée ici, c'est-à-dire à peu près 2 cm, 2-3 cm au-dessus des bulles d'anévrisme. Vous voyez qu'il est très commode à une trace unique qui nous permet de calculer en direct la distance entre le bord proximal de la prothèse et par exemple le trocéliac à 57 mm ici. Et tout cela est reporté sur un schéma à l'échec pour bien évidemment éviter les erreurs péropératoires qui peuvent arriver de façon en plus. L'autre mesure qu'il faut avoir, c'est évidemment la longueur d'arc de Kumiki sur la prothèse et ce pour chaque artère cible. Et donc, tout cela est produit en fait de 2 calculs, la position horaire sur le scanner. Vous avez par exemple ici un trocéliac qui est à 1h30 et avec une formule assez simple qui tient en compte du diamètre aortique interne, bien, on a le calcul pour chaque artère cible de cette longueur d'arc L. Nous avons publié notre expérience préliminaire en 2015 qui portait sur 11 anévrismes thoraco-abdominaux qui étaient des malades assez compassionnels, il faut dire, avec
s'agissait des patients traités en urgence ou en semi-urgence, et surtout inéligibles pour une chirurgie médulaire. Un taux d'ischémie médulaire de 9%, un patient dont l'ischémie médulaire était complètement réversible. Et puis, on a vu d'emblée les premières mythes de cette technique, le terme d'Achille, qui pour moi est le taux de réintervention. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des résultats tout à fait acceptables, à exclure les anévrismes, mais au prix d'un certain nombre de réinterventions endovasculaires qui ont été, il est vrai, au fil des années corrigées avec notre gain d'expérience. Vous avez ici l'exemple ça c'était le deuxième patient qui s'était présenté avec un anévrisme thoraco-abdominal de type 1, qui part de la sous-clavière gauche qui va jusqu'au niveau des artères rénales. Il s'était présenté avec des douleurs épigastriques, un anévrisme saxiforme ici. Nous avions décidé de traiter avec cette technique en utilisant, on avait déjà entendu parler de cette technique, c'est la fusion d'images qui permet effectivement d'obtenir en temps réel un masque du patient et ainsi réduire les radiations et surtout les injections pour le contraste et finalement surtout le confort du chirurgien. Nous l'avions traité avec une endoprothèse 4 fenêtres et axiale, ici il n'y avait pas de fuite et le résultat chez lui était excellent. L'autre exemple, une patiente qui s'était présentée avec un anévrisme paraortique. Vous voyez ici, on voit assez mal là, sur la reconstruction luminale, mais très bien ici, volumineuse anévrisme thoraco-abdominal en aval de cette dilatation de l'artère ascendante. Les chirurgiens cardiaques avaient fait le premier temps. Vous voyez ici une technique qu'on appelle la Frozen technique qui avait utilisé une prothèse hybride qui est la Thoraflex. Et puis quelques jours plus tard, dans cette endoprothèse hybride, nous avions mis en place une endoprothèse 4 fenêtres. La constatation post-opératoire immédiate sur le scanner post-op du membre fuite qui naît de la rénale droite, qui est traité simplement par une réintervention endovasculaire, mais vous voyez assez bénigne, puisqu'il s'agissait simplement d'une dilatation du système qui avait été mal appliquée. Nous avons varié un peu et adopté des techniques alternatives pour les anatomies extrêmes. Vous voyez ici par exemple un exemple d'anévrisme suprarénal avec une ondulation assez effroyable. Et dans ce cas, il est typiquement assez difficile de prévoir la position qu'on va mettre notamment des artères rénales. Et donc dans ce cas-là, et pour un certain nombre de patients, 6 au total, dans ma mémoire, nous avons utilisé une intervention hybride avec des stents en cheminée pour les artères rénales, qui sont disposés de façon parallèle à l'endoprothèse, et puis 2 fenêtres pour les artères digestives. Vous voyez sur le scanner post-opératoire, le résultat est bon. Vous avez ici les 2 stents en cheminée, les artères digestives bien perméables, et l'absence de fuite. Ça, c'est un patient que j'ai revu en consultation à 5 ans après son intervention récemment, qui se voit très bien, avec un résultat anatomique préservé et un anévrisme qui déclare. De façon plus récente, nous avons étendu les indications sur certains malades, pour le coup très sélectionnés au niveau de la crosse, en utilisant cette technique de fenêtre précathétérisée. Vous voyez ici un exemple de fenêtre qui est dédié à l'artère sous-clavière gauche pour traiter une pathologie de la crosse, avec un guide qui traverse cette fenêtre, qui va servir, comme vous le voyez sur le schéma ici à droite, à faciliter le cathétérisme de l'artère sous-clavière gauche et d'extendre le stent. Nous l'avons utilisé, vous voyez, pour ce patient qui s'était présenté avec un hématome intramural, puis qui a une semaine sur le scanner de contrôle avec cette image assez angoissante et potentiellement un risque de reflux. Voilà le résultat post-opératoire, vous voyez, avec un stent qui est bien extendu et puis une prothèse en place et l'hématome intramural plus perfusé. Et puis il y a certains patients chez qui malheureusement aucune chirurgie finalement n'est vraiment indiquée. Et c'est là sans doute que nous avons commis un certain nombre d'erreurs au début d'expérience et de pouvoir traiter des patients qui étaient sans doute au cas du traitement chirurgical. Vous avez ici un exemple typique d'un patient qui avait certes un très volumineux anévrisme qui s'était présenté avec des douleurs, mais une anatomie effroyable et en particulier ce qu'on appelle la Shaggy aorta, c'est-à-dire des lésions d'aortite en indigène un peu partout. Et ce patient avait nécessité un opératoire laboruméral cathétérisé transcéliaque. Malheureusement, sa crosse était à l'identique de ce que vous voyez ici. Il avait fait un AVC qui avait entraîné un décès post-opératoire. Donc nous avons publié cela assez récemment, dans le journal Vascular Surgery en 2019, et l'objectif de ce papier était initialement de tenter de comparer les endoprothèses pénétrées commerciales aux endoprothèses pénétrées modifiées par le chirurgien. Et dans notre expérience, cela a été rigoureusement impossible parce que tout simplement les deux groupes n'étaient absolument pas comparables. Vous voyez que dans les groupes modifiés par les chirurgiens, il y en avait plus de la moitié qui étaient compassionnels, avec des anévrismes symptomatiques dans un cas sur deux, des anévrismes thoraco-abdominaux dans
60% des cas, alors que c'était le cas de 15% des cas pour les endoprothèses manufacturées. Des anévrismes beaucoup plus gros et surtout avec des artérites iliaques associées qui sont, on le sait, pourvoyeuses de complications au niveau des accès vasculaires. Voici les résultats. 14% de mortalité chez des patients pour la plupart compassionnels et pour la plupart avec des anatomies complexes, qui est pour moi tout à fait honorable. Un taux de complications qui était assez identique aux endoprothèses manufacturées, qui reflétait essentiellement le début de notre expérience, et une rupture tout de même chez un patient qu'on avait traité. Vous voyez qu'il y a une endoprothèse en place ici pour une endofuite de type 1 que nous avions traité avec ce qu'on appelle une cuff, c'est-à-dire un module proximal fénétré, et je vais fait l'erreur ici d'oublier de réaligner l'ensemble de cette endoprothèse, et cela s'est soldé par l'apparition quelques semaines après d'une endofuite de type 3 et d'une rupture. Le patient est décédé dans le suite de sa conversion chirurgicale. Alors, sur le moyen terme, vous voyez qu'entre 2012 et 2019, on a fait 33 endoprothèses fénétrées humaines. Donc c'est une intervention qu'on fait finalement chez des malades extrêmement sélectionnés, encore une fois le plus souvent compassionnel, un suivi de 25 mois. Vous voyez que quand même, nous avons probablement évité un certain nombre de ruptures, puisque la survie globale à 1 an était de 81% chez les malades douloureux ou avec des anévrismes extrêmement douloureux, 69% à 2 ans, et qu'aucun décès lié à l'anévrisme chez les patients ayant survécu à l'intervention n'est survenu pendant le suivi. Le taux de réintervention, encore une fois, 48%, certes essentiellement des procédures endovasculaires, on peut considérer que ça fait partie un peu de l'intervention. C'est quelque chose qu'on a amélioré avec l'expérience. Par contre, la perméabilité primaire des artères cibles était excellente, 90% à 2 ans, assez proche de ce que l'on a avec les endoprothèses commerciales. Donc, en conclusion, les endoprothèses pénétrées OMED donnent des résultats acceptables sur le moyen terme chez les patients à OD chirurgical. Talon d'Achille, les réinterventions, qui sont moins en moins fréquentes avec le gain d'expérience. Mais néanmoins, ces endoprothèses ne doivent pas être proposées à tout le monde et doivent être réservées uniquement aux patients symptomatiques ou avec des anévrismes très volumineux. Encore faut-il définir ce que c'est qu'un anévrisme très volumineux. Nous avons, à début d'expérience, utilisé le seuil de 70. Je pense qu'on maintenant on est plus à 80 mm. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Koschneck. C'est très très impressionnant de voir que l'évolution chirurgicale qui maintenant nécessite plein de connaissances, plein de qualités. Il ne suffit pas de savoir opérer, mais il faut savoir interpréter les images, analyser les scanners, faire les mesures. Je pense que, comme tous les chirurgiens qui font ces trucs un peu complexes, tu préfères faire toi-même les mesures parce que, à juste titre, tu fais confiance à personne. Et puis surtout, ce qui est très impressionnant, c'est d'avoir réussi à répliquer ce que l'industrie fait en fabriquant ces prothèses qui sont finalement, ce sont les prothèses Cook qui sont faites par le chirurgien lui-même, donc on gagne beaucoup de temps et ça coûte beaucoup moins cher. Je pense que peu de chirurgiens font ça en routine, c'est quand même difficile. Ça exige vraiment, encore une fois, des connaissances approfondies et puis il faut vraiment aller jusqu'au bout, analyser les dossiers, les échecs, etc. Et là, tu as magnifiquement réussi à développer une technique compliquée mais qui sauve des malades. Alors, juste un petit mot avant de laisser la parole des commentaires. Là, tu as montré des cas extrêmement compliqués. Mais les fenêtres humaines, ça peut aussi se faire sur des cas plus simples. Par exemple, si on veut garder une rénale qui est un peu décalée, ou une mésentérique inférieure, comme je disais l'année dernière, c'est des techniques qui rendent vraiment service et qui sont faisables sur la table. On peut le faire pour des malades dangereux. Alors, je regarde les... Donc là, des fénestrations laser. Oui, qui est la fénestration laser. Oui, donc l'une des techniques, d'ailleurs, pardon, je n'ai pas mentionné, c'est vrai, on va dire alternative aux prothèses pénétrées, c'est ce qu'on appelle les fenestrations in situ. Ça peut se faire avec des lasers, ça peut se faire avec des aiguilles, ça consiste à déployer l'endoprothèse par l'intérieur, à faire un trou dans cette endoprothèse. Alors c'est une technique pour laquelle moi je n'ai pas d'expérience, donc Pascal Péron, je l'ai agrégé à Mondor, a beaucoup d'expérience
effectivement, ça peut rendre, notamment comme vous le disiez, service à des malades qui ont surtout des anévrismes juxtarénaux. Parce que c'est vrai qu'avec la technique des endoprothèses fenêtrées humaines, pour les anévrismes juxta ou suprarénaux, on a un certain nombre de contraintes techniques qui font qu'on se retrouve rapidement à faire des endoprothèses avec 4 fenêtres, alors qu'on peut s'en sortir avec 2 fenêtres laser. La simple réticence que j'ai à utiliser les endoprothèses laser, c'est de déchirer sans armature métallique autour une endoprothèse qui n'a pas été faite pour ça initialement. Puis si bien évidemment, quand on déploie la prothèse, on se retrouve quand même en ischémie rénale chaude. Alors quand on a beaucoup d'expérience, ça se passe bien, mais en début d'expérience, il y a quand même quelques problèmes. Alors j'ai une question que Ronald Virag posait, mais c'est pas tout à fait sur cette présentation-là, mais néanmoins je vais la poser parce que tu sauras y répondre. Ronald s'est beaucoup intéressé, beaucoup développé des techniques chirurgicales contre l'impuissance. Et donc la question que tu lui poses est quid des artères hypogastriques? Bon, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, mais je sais que ça a été fait. Le seul problème, encore une fois, c'est la contrainte technique du diamètre de l'iliaque primitif qui en regard de l'hypogastrique. Je pense qu'on peut effectivement faire une fenestration OMED ou une fenestration laser ou l'autre si l'artère iliaque primitive est suffisamment large pour pouvoir faire une technique proche de ce qu'on fait à l'étage ortho-biliaque, c'est-à-dire un kissing stent. Il ne faut pas que le stent qu'on déploie dans l'hypogastrique compromette le flux iliaque externe. Je vois que ça comme contrainte mécanique. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait personnellement, mais qui à mon avis est tout à fait développable. Okay. Je pense que Iraj Ganjbak, qui a une grosse expérience de la chirurgie vasculaire, tout en étant un chirurgien cardiaque hors pair, voudra peut-être poser des questions, faire des commentaires sur cette évolution. Est-ce qu'on peut mettre Ganjbak en grand? Je allume le micro, Iraj. Je vais demander de réactiver son micro. Il faut qu'il réactive son micro. Voilà. Voilà. Je n'ai pas l'expérience de la chirurgie endovasculaire. Toute la chirurgie aortique que je fais, c'était un ciel ouvert. Donc c'est hors sujet. Il ne faut pas botter en touche. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que il faut continuer dans cette direction ou revenir un peu en arrière Ce que je pense, c'est, on dit résultat à 1 an, c'est 80% de vie, donc il y a 20% des gens qui sont morts. Donc la question, c'est de savoir est-ce qu'on a des séries de témoins pour savoir quel est le risque de mortalité par rupture spontanée. Parce que ce qui est le plus difficile dans la chirurgie aortique aujourd'hui, me semble-t-il, c'est l'indication. Il y a des techniques, mais quand est-ce qu'il faut le faire? C'est ça, je crois, que le sujet le plus important. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que, effectivement, on n'aura pas de série comparative, puisque ces malades sont par définition inopérables. C'est revenu le truc. On n'aura pas de groupe comparatif fait en chirurgie ouverte. Après, complètement d'accord. La difficulté chez ces malades-là, c'est de dire non. C'est quand il y a un malade qui se présente avec un anévrisme de 80 mm, qui a 80 ans, même si eux, c'est de savoir dire à un moment non. Et c'est probablement là, nous, les problèmes qu'on a eu, c'est chez ces malades-là, où la famille nous dit absolument il faut faire quelque chose, on ne peut pas le laisser tomber, il y a un risque de rupture majeure, mais effectivement, il y a encore plus de risques à les opérer. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Le problème qu'on va rencontrer avec ces malades, si on veut faire une vraie étude scientifique, c'est-à-dire randomisée, c'est qu'elle est infaisable. Autant pour les anévrismes sous-rénaux, on a eu 4 essais dont un record donné en France, on a des résultats, ça pouvait randomiser. Maintenant, sur des malades qui sont quand même extrêmement lourds, et ceux qui sont fragiles, endovasculaire me semble la solution idéale, adaptée. On peut traiter des malades qu'on n'aurait pas traités autrement. Après, c'est vrai qu'à la limite, on a tendance, et dans le début de cette technique-là, avec Frédéric, on avait poussé le bouchon un peu loin. C'est là où on a probablement tué des malades qui seraient peut-être morts plus tard de rupture d'anévrisme. Bon, mais la sagesse vient avec l'expérience et le temps. Il y a Albert-Claude Benamou qui te pose la question quid des endoprothèses Coscas? Alors, dans ma mémoire, les endoprothèses Coscas, elles étaient effectivement sur mesure, mais c'était pour des anévrismes sous-rénaux. Donc on est dans un cadre un petit peu différent.
c'est de faire un peu comme ce qui a été fait par l'industrie assez récemment, c'est-à-dire de faire une prothèse qui épouse la paroi de l'anévrisme pour éviter les anévrismes de type 2. Là, la problématique est différente, c'est pour traiter les anévrismes complexes. Ok, merci Frédéric de cette très belle présentation, cette énorme expérience.